Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce webinaire organisé avec le concours du Conseil départemental de Vaucluse, que nous remercions vivement. Et nous remercions en particulier Madame Dominique Sauva du Conseil départemental de Vaucluse. Nous remercions également la région Sud qui nous a appuyés dans l'organisation de cette manifestation. Nous tenons à remercier également tous les intervenants, Franck Arnaud, expert Team Europe, Carole Toutain du Conseil départemental de Vaucluse, Nathalie Carpentras de l'entreprise Colycyclette et Anne Lema de l'association Le Village. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce webinaire. En préambule, je voudrais dire juste un petit mot sur Europe Direct, Luberon-Durance. En fait, Europe Direct est un partenaire privilégié de la représentation de la Commission européenne en France, qui a pour ambition de créer du lien, faire du lien entre la Commission européenne et les citoyens, de rapprocher l'Union européenne des citoyens. Et pour ce faire, on communique de façon continue sur l'Europe, sur l'actualité européenne, sur les politiques européennes. On organise des manifestations, on a organisé des ateliers sur les financements européens, on organise donc cette conférence, ce webinaire ce soir. On intervient également auprès des scolaires, dans les collèges et lycées, ou même auprès des plus grands, pour sensibiliser les jeunes à l'Union européenne. Donc, cette conférence ce soir concerne l'Europe et les territoires, et plutôt l'Europe et notre territoire. Pourquoi cette conférence? Parce que, tout simplement, elle est née d'un constat. On observe que si l'Europe est un acteur majeur du développement des territoires, son action est souvent méconnue du grand public. Donc, tout l'enjeu de cette conférence, c'est de remédier à cela et de mettre en lumière l'action de l'Union européenne à travers, dans notre département, à travers des projets structurants pour les Vauclusiens et pour le territoire. Donc voilà, si on arrive à cela, on a gagné. On a gagné. Donc, je vous remercie. Je laisse la parole à Franck Arnaud et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup Claire, merci pour ces propos introductifs. Donc j'interviens dans le cadre du Team Europe. Le Team Europe est un réseau de conférenciers, experts sur les questions européennes. On a vocation à intervenir pour le grand public. Donc on est des professionnels, je dirais, de la société civile. Hein. Il y a des représentants associatifs, des enseignants. Moi, je suis avocat, donc voilà, il y a d'autres personnes aussi qui ont des activités, notamment, on va dire, dans la vie économique et sociale, qui sont proches des gens, donc, et qui sont là pour expliquer l'Europe. Et on est rattaché donc au relais Europe Direct pour justement diffuser le maximum d'informations sur les questions européennes, sur les questions que se posent surtout les citoyens, notamment par rapport à l'Union européenne. Donc, merci à Claire, à Gauthier, à toute l'équipe, en tout cas, du CVE Luberon, pour organiser, je dirais, systématiquement et avec brio, ce type d'événement qui permet justement de rapprocher les citoyens de l'Europe. Le thème que je dois traiter aujourd'hui, donc, alors, le thème de la thématique de l'événement, c'est l'Europe et mon territoire, avec une subtilité sur le « et ». Et mon rôle aujourd'hui est donc de vous présenter à titre introductif la politique régionale de l'Union européenne. Alors j'essaierai autant que faire se peut d'être le plus concret possible, mais je dois aussi expliquer certains principes, donc un petit côté aussi un peu historique peut-être, pour donner d'une certaine manière du sens quelque part à ce qui existe. Qu'est-ce que la politique régionale de l'Union européenne? Et vous aurez l'occasion, notamment juste après mon intervention, d'avoir des projets qui seront présentés par des porteurs, par des personnes donc, qui ont effectivement mis en place, qui sont des acteurs et des actrices de la politique régionale de l'Union européenne sur leur territoire. Et ça, effectivement, c'est très intéressant. Quand on voit qu'effectivement, dans le traité de fonctionnement sur l'Union européenne, donc, qui prévoit que la cohésion économique, sociale et territoriale est essentielle au développement harmonieux de l'ensemble de la communauté, ça vise en fait à un point qui est très important, c'est donc de diminuer l'écart de niveau de développement des diverses régions. Et
avec cela, bien évidemment, depuis, je dirais que la politique régionale existe, les choses qui sont mises en place ont vocation, en fin de compte, par les financements européens, de rapprocher les citoyens entre eux et surtout de favoriser quelque part les libertés qui sont inscrites dans les traités pour justement permettre la libre circulation, notamment entre les différents États et entre les différentes régions. Région, donc territoire, des termes effectivement qui sont très importants. On dit cohésion économique, sociale et territoriale dans le traité. Donc, on s'attache effectivement de plus en plus, l'Europe effectivement a mis un focus sur cette question de région et de territoire et d'en faire quelque part un acteur indispensable justement dans le développement notamment économique de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on voit, si on fait des comparaisons, notamment avec la fusion qu'il y a pu avoir des régions il y a quelque temps, et on regarde avec curiosité un petit peu quelques chiffres de comparaison entre le PIB notamment de certaines régions et le PIB avec, de certains États, on s'aperçoit qu'il y a des régions qui sont quasiment, je dirais, au niveau d'un État. Pour la région sud, on est à 150 milliards d'euros, Finlande 188 milliards et Hongrie 157 milliards. Donc on a, si vous voulez, des chiffres effectivement qui montrent que les régions ont un vrai poids économique et donc sont des actrices quelque part de la politique régionale de l'Union européenne. Au sein des régions, bien évidemment, il y a les départements qui ont un rôle, et là aujourd'hui c'est le Vaucluse qui est à l'honneur dans cet événement. Et effectivement, par ses spécificités territoriales, par la spécificité de ses citoyens, par les particularités notamment des projets qui sont portés sur ces territoires, vont être notamment la cheville ouvrière quelque part de la construction européenne. Alors si on voit un petit peu au niveau des budgets ce que représente quelque part la politique régionale de l'Union européenne, on voit que sur la période 2014-2020, la politique régionale et de cohésion s'est élevée à 351,8 milliards d'euros. La politique agricole commune représente, elle, 408,3 milliards d'euros. Donc en fait, c'est le deuxième poste budgétaire le plus important. C'est important de le souligner. Pour 2021-2027, on est arrivé donc, il y a eu une augmentation parce que fortement impacté par le Covid. Alors le Covid a eu un effet négatif, mais il a stimulé quelque part aussi une certaine forme de solidarité, un développement, je dirais, de force quelque part et de mobilisation pour effectivement ne pas laisser les projets en cours sur le bord de la route. Et le 21 juillet dernier, un accord historique donc, a permis à l'Union européenne d'emprunter sur les marchés financiers la somme de 750 milliards d'euros et d'augmenter son budget à 1824 milliards d'euros. Donc, en comparaison, à titre de comparaison, celui-ci était de 908 milliards donc, pour la période 2014-2020. Donc, on voit quand même qu'il y a eu un effort considérable pour justement soutenir des objectifs qui sont notamment le pacte vert pour l'Europe, la transformation numérique, ou renforcer la résilience, c'est-à-dire tirer les leçons de la crise et relever les défis stratégiques de l'Europe. Sur le pacte vert pour l'Europe, mettre en place effectivement des projets en lien avec l'environnement et dans les déclinaisons financières, effectivement financer ces projets. La transformation numérique, on a très bien vu avec le Covid qu'effectivement on avait besoin alors c'était déjà à l'ordre du jour depuis longtemps pour d'autres raisons, mais là je dirais pour le coup, avec cette épidémie, on a besoin effectivement que beaucoup d'entreprises soient accompagnées. On a été confrontés à des difficultés qui invitent notamment chaque acteur économique à justement travailler différemment. Et aussi donc de répondre donc à des objectifs qui devraient mettre l'accent sur d'autres priorités, donc une Europe plus intelligente, une Europe plus verte et à zéro émission de carbone, une Europe plus connectée, une Europe plus sociale, une Europe plus proche des citoyens. Donc on est effectivement, et cette Europe, on a tendance à la voir un peu de loin, de Bruxelles, mais en fin de compte, elle est très proche, puisque les Européens, c'est nous, hein, c'est vous, et c'est surtout les porteurs de projets, effectivement, qui construisent chaque jour par leurs projets, notamment l'Europe. Donc, c'est important. Alors, je vais essayer d'être succinct, puisque je sais qu'il y a d'autres intervenants. Donc, il faut juste peut-être rappeler un petit peu quels sont les fonds, finalement, qui interviennent, un petit peu leur objectif, quelque part, et voir quelques illustrations, éventuellement, sur la mise en œuvre de la politique régionale à travers ces fonds, puisqu'en fait, ces fonds ne sont que des outils, quelque part, mis en place et au service de la politique régionale de l'Union européenne.
Sur le FEDER, donc, les investissements du Fonds européen de développement régional sont concentrés sur ce qui concerne l'innovation, la recherche, la stratégie numérique, le soutien aux PME ou encore l'économie à faible émission de CO2. Et on ne sera pas étonné de voir certaines structures ou plateformes de création ou d'accompagnement à la création d'entreprises qui seront notamment financées, et je pense notamment aux plateformes de prêt d'honneur qui auront une participation du FEDER. On a par exemple, on ne sera pas étonné effectivement que ces dispositifs FEDER s'associent aussi avec d'autres financements de l'innovation pour développer notamment des projets de jeunes entreprises innovantes. Donc on est sur des questions quand même qui sont très concrètes, je dirais, dans le développement économique. Le Fonds social européen, lui, contribue à des projets qui sont plutôt liés à l'emploi, à la formation, à l'apprentissage et à l'inclusion sociale. C'est au départ un fonds qui était prévu pour la mobilité des travailleurs, mais qui, je dirais, c'est à décliner petit à petit à décliner des actions de plus en plus justement vers quelque part l'insertion, l'accompagnement, le développement notamment des compétences pour des salariés notamment. Donc ce Fonds social européen est une politique sociale qui ne dit pas son nom. L'Europe n'a pas de compétences dans la politique sociale, mais je dirais de facto par le financement, elle est présente. Elle est présente et donc des projets sont portés effectivement, notamment associatifs, sur des questions de politique sociale, même de lutte contre la discrimination. Dans le Fonds social européen, on trouvera beaucoup d'actions très concrètes qui touchent, je dirais, nos citoyens de près. Le Fonds européen agricole pour le développement rural, donc qui soutient effectivement les zones rurales et le secteur de l'agriculture, alors effectivement, fonds qui est particulièrement important pour le Vaucluse, puisque en matière de zones rurales, il pourra soutenir notamment des projets de développement, d'aménagement ou de recentrage quelque part sur des activités touristiques qui mettra en valeur notamment justement les territoires ruraux et le secteur de l'agriculture. Et enfin, il y a un fonds dont on parle très peu finalement, mais qui intervient de façon un peu discrète, très souvent en complément, voire en expertise, c'est la Banque européenne d'investissement, qui est une structure à part entière, composée d'actionnaires qui sont les États membres, en fin de compte, donc c'est une banque publique, et qui a pour vocation effectivement de financer tous les projets, notamment qui contribuent notamment au développement de l'Union européenne, enfin aux objectifs de l'Union européenne, pardon, mais qui est un véritable organisme de développement local des entreprises. Très rapidement, il intervient sur des actions, des prêts, je dirais, qu'on appelait prêts individuels, mais qui sont des prêts en fait de montants de projets qui sont supérieurs à 25 millions d'euros généralement. Pour des projets donc, à hauteur de 25 millions d'euros, on va retrouver dans les grandes infrastructures des projets comme le tunnel Prado-Carénage à Marseille qui avait été financé notamment. Sinon, il intervient de manière plus discrète dans le cadre de conventions qui sont passées avec des établissements bancaires et notamment pour financer des prêts pour des PME, PMI, donc sur des territoires bien évidemment, et aussi des collectivités territoriales. Donc la BEI intervient indirectement via ces banques, qui sont généralement des grandes banques nationales, ou bien il peut intervenir notamment sur le volet innovation via le Fonds européen d'investissement en finançant des fonds, c'est-à-dire capital risque ou capital développement. Donc, et là, pour créer effectivement une dynamique, alors le but, on le voit dans les projets, c'est pas tant, je dirais, l'obtention pourquoi on finance, pourquoi on met de l'argent sur la table, pourquoi l'Europe intervient, c'est pour créer souvent un effet de levier. Parce que c'est souvent le premier relevé qui permet justement d'avoir le deuxième, le troisième, etc. Et c'est pour favoriser quelque part donc, des projets qui rentrent dans les objectifs de l'Union européenne, qui sont très larges, très sincèrement. On voit des projets magnifiques qui sont financés tous les jours et qui intègrent à la fois développement économique, égalité, un aspect social. J'ai participé il y a quelque temps à un projet associatif avec notamment des structures, une structure qui accueillait des personnes handicapées, notamment dans les ESAT, et où on a pu finalement faire le lien entre, alors c'était du FEDER qui finançait ça, mais on a pu faire le lien entre notamment une action de développement économique importante pour un territoire, mais en même temps qui retentit quelque part sur l'aspect social, qui est l'insertion des personnes handicapées, et qui a une véritable dimension et un rayonnement aussi touristique. Donc c'est des choses effectivement très concrètes et qui rentrent vraiment dans les priorités du territoire, puisqu'elles sont définies aussi pour ça d'ailleurs.
Elles sont définies pour ça. Alors, autre point à développer, les fonds européens, donc, de la politique, il y a le nouveau budget à long terme de l'Union pour 2021-2027 pour booster l'emprunt contracté par l'Union, donc à renforcer la force de frappe du fonds structurel via un instrument nommé REACT-EU. Alors, il se définit comme une initiative de soutien de reprise en faveur de la cohésion des territoires de l'Europe. Donc, c'est 50 milliards d'euros supplémentaires qui sont alloués au programme actuel de la politique de cohésion sur 2021-2027, donc le Fonds social européen, le Fonds européen de développement régional et le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Donc, ces éléments, effectivement, permettent d'arriver quelque part sur des actions, se déclinent sur le territoire. Sur le projet donc, européen de développement régional, on a 270 milliards d'euros qui ont été alloués pour la période 2021-2027. Donc, bon, le FEDER, ça a été créé en 1975, juste après l'élargissement de 1973 du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni. Il vise à réduire les disparités régionales, comme je vous l'ai indiqué. Donc, ça montre déjà très, très tôt, quelque part, que ces priorités sont prises au sérieux. Effectivement, on verra toutes sortes d'acteurs territoriaux qui vont intervenir notamment, et là pour le FEDER, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, très souvent des plateformes d'initiatives locales, des structures notamment qui sont liées à la recherche et qui rentrent finalement à la fois dans l'intérêt, c'est de garder quelque part les personnes qui aussi inventent, créent des choses en Europe, pour pas qu'il y ait une fuite de cerveau, et permet de soutenir l'innovation, notamment dans nos régions. On voit des actions des fois croisées, alors pour être un peu, je dirais, sortir un petit peu du cadre, mais en lien avec notamment le territoire du Vaucluse. Bon, il y a une délégation, il y a eu pardon, un accord de partenariat qui a été conclu entre l'Union européenne et le Japon, et là on a effectivement des questions intéressantes qui se mettent en lien, si vous voulez, déjà avec des projets d'exportation, ça pourrait être sur du vin notamment, et des exonérations, notamment de taxes qui peuvent être mises en place. Et là, alors effectivement, pourquoi ne pas mobiliser des fonds pour développer des projets, je dirais, sur le territoire du Vaucluse, qui pourraient justement permettre l'exportation de certains produits, donc notamment qui sont des produits du terroir, c'est essentiellement de la charcuterie, du vin, de la viennoiserie, qui sont notamment ciblés dans cet accord de partenariat entre l'UE et le Japon, qui date du 17 juillet 2018 et qui est en vigueur depuis février 2019. Alors c'est vrai que la crise a ralenti les choses, mais on a effectivement des éléments intéressants à mettre en place. Donc voilà. Bon, j'ai peu de temps, mais bon, on a des articulations avec les jeunes entreprises innovantes ou les jeunes entreprises universitaires qui sont déjà des dispositifs fiscaux, si vous voulez, qui existent et qui s'associent quelque part au fonds comme le FEDER. Voilà un peu, si vous voulez, alors je ne vais pas aller dans le détail, mais d'une certaine manière, les éléments qui peuvent effectivement rentrer en ligne de compte. Pour en venir au territoire donc, du Vaucluse, il y a des projets qui vous seront présentés. Moi, j'ai pris, si vous voulez, quelques exemples. Donc, syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux, animation, plan d'action 2016-2018, stratégie espace valéen. Donc, on a un objectif qui est à valoriser l'attractivité du patrimoine naturel et culturel via l'accroissement de la fréquentation des sites. Donc, ça s'est déroulé à Carpentras. Et il y a l'État qui cofinançait 32 000 euros et le coût, le montant de l'UE était de 64 159 euros. On a des projets comme ça, si vous voulez, qui sont financés par le FEDER. D'autres, notamment à Cabrières-d'Aigues, des projets consistent en l'aménagement du cheminement historique de la montée au château, donc c'est les communes de Cabrières-d'Aigues, les chemins du patrimoine, valorisation d'un parcours de découverte. Voilà un peu, à titre d'exemple, sur le territoire, notamment, ce qui a été mis en place. Fonds social européen, très rapidement, donc créé en 1957, c'est le plus vieux fonds. C'est quand même assez particulier de voir quelque part de dire que l'Union européenne, enfin l'Europe, la communauté économique européenne à l'époque, puisqu'en 1957, c'était la communauté économique européenne, on avait déjà envisagé de créer un fonds social européen, et qui avait effectivement, l'objectif c'était la mobilité à l'époque, la mobilité des travailleurs, donc on était dans l'esprit effectivement du traité, et maintenant effectivement, ce capital, ce fonds social européen investit dans le capital humain, l'innovation, l'apprentissage, et puis bien évidemment
tout ce qui permet à la fois d'insérer des personnes et de les accompagner. Donc là, sur des projets Fonds social européen, vous verrez des structures d'accompagnement à la création d'entreprise qui sont financées en partie par du Fonds social européen, soit sur le volet formation, soit sur le volet accompagnement. Donc voilà, sur des questions sur ce type de projet. Bon, il y a un projet que j'aime, qui n'est pas dans le Vaucluse, mais que j'aime bien citer, c'est le projet de l'école de la deuxième chance, parce que bon, effectivement, c'est un élément à 40% financé par le Fonds social européen, et qui a vraiment, je dirais, une dynamique qui donne une deuxième chance quelque part, effectivement, à des jeunes pour se remettre sur le chemin du travail. Ces jeunes qui sont les citoyens de demain, donc voilà. Donc, le Fonds européen agricole pour le développement rural, donc, qui contribue donc au développement des territoires ruraux. Donc, il contribue aussi donc, au développement d'un secteur agricole plus équilibré, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique, mais aussi plus compétitif et plus innovant. Donc là, on a des projets qui sont plutôt viser sur la performance énergétique, d'investir dans l'irrigation, améliorer la valeur ajoutée, favoriser la transformation et la commercialisation. Donc ça, on le voit pour des petits projets, notamment, qui peuvent toucher des producteurs, par exemple. Ça peut être intéressant. Et là, on a effectivement, dans le Vaucluse, des projets filés anti-insectes dans une exploitation de pommiers du Vaucluse, des projets financés dans l'approvisionnement de distributeurs automatiques de produits fermiers, notamment, et de la restauration collective à Avignon. On a effectivement toutes sortes. On voit très bien finalement que ces fonds s'adaptent quelque part, ou en tout cas, les acteurs savent les utiliser pour justement développer leur territoire. Donc, voilà un peu, si vous voulez, alors je pourrais parler longtemps encore sur les financements et les fonds européens. On est sur quelque chose qui est, je dirais, qui permet la politique régionale de l'Union européenne. C'est un élément important de la politique de l'Union européenne, et elle permet effectivement de mobiliser des fonds et de lever d'autres fonds, puisque un financement, c'est jamais 100%, effectivement, c'est souvent 50%, des fois un peu moins de 50%, selon les projets. Et on a donc à l'esprit cet esprit de levier, quelque part, et de création de valeur aussi sur le territoire, vraiment de valeur ajoutée. Et là, effectivement, il y a tout un aspect innovant à développer. Alors très souvent, très souvent, on critique un peu, je dirais, l'aspect administratif du montage du projet. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de particularités dans la façon de traiter un dossier. Et il est possible, notamment, je dirais, de développer avec des annexes, des compléments d'information dans le montage d'un dossier pour justement montrer la valeur du projet qui ne rentre pas forcément dans les informations demandées, mais qui permet effectivement d'obtenir quelque part ces fonds et d'expliquer quelque part au-delà de la règle en quoi effectivement le projet est important et est au cœur du territoire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, et bien évidemment, ces propos introductifs donc permettent de présenter la politique régionale de l'Union européenne, mais ce qui est important, c'est d'écouter effectivement les porteurs de projets qui sont les acteurs de la politique régionale de l'Union européenne, qui sont les héros quelque part de la politique régionale de l'Union européenne. Et sur chacun de nos territoires, effectivement, qui savent utiliser ces projets. Alors, après, des fois, c'est vrai que c'est très compliqué parfois, mais effectivement, contribuent quelque part et valorisent les territoires en utilisant ces financements. Voilà, j'ai terminé pour mon intervention. Et Merci. Merci. Merci Franck pour cet éclairage sur la politique de cohésion. Tu parlais de création de valeur, et bien justement on y vient, création de valeur sur un territoire. J'ai donné de la parole à Carole Toutain qui va nous parler du projet de réhabilitation du sommet du Mont Ventoux, cofinancé par le Fonds européen de développement régional. Voilà. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je représente le département de Vaucluse. Je suis responsable de la mission environnement au sein de cette collectivité. Et je vais vous présenter donc le projet de réhabilitation du sommet du Mont Ventoux qui est porté par le département et qui a été co-construit avec le parc naturel régional du Mont Ventoux. Donc, je vais partager mon écran si vous pouvez me confirmer que ça fonctionne bien. Hop.
Voilà. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui? Ok. Voilà, donc comme je viens de le dire, hein, ce projet donc, qui est aujourd'hui, dont les travaux sont portés en maîtrise d'ouvrage départementale, a été imaginé et construit en binôme donc, entre le département et l'actuel parc naturel régional du Mont Ventoux, qui à l'époque était sous sa forme SMAEV, donc syndicat mixte d'aménagement du Mont Ventoux. Donc le Ventoux, comme je pense la plupart d'entre vous le savent, hein, c'est donc le sommet emblématique du département. C'est aussi un site emblématique si on se place au national, voire international. Voilà, qui est très visité puisqu'on comptabilise environ 800 000 visiteurs par an, notamment par les cyclistes, puisque c'est une montée thématique qui est faite en vélo. Mais on trouve aussi d'autres usagers du site, comme des randonneurs, des personnes qui font du vol libre, du VTT. Voilà, donc on trouve tout un tas d'activités sur ce sommet et plus globalement sur tout le massif. Voilà, c'est un site donc en parallèle d'être un site très très fréquenté, très convoité, qui recèle une richesse d'un point de vue biodiversité, donc d'un point de vue environnemental exceptionnel, puisque on trouve notamment certaines espèces de flore, donc que j'ai affichées là sur le diaporama, hein, comme la silène de Pétrarque, la lissonne penchée et puis le phare de l'oiseleur, qui sont des espèces de flore qu'on ne trouve qu'au sommet, qui sont des espèces qu'on appelle endémiques du sommet du Mont Ventoux, donc voilà, qui trouvent en fait entre guillemets refuge sur ce territoire-là et qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis on trouve aussi des espèces de faune, comme là l'oiseau que j'ai mis en photo, donc qui s'appelle le traquet moteux, qui vient se reproduire pareil sur la partie sommitale du massif, puisque lui, en fait, il construit son nid sous des pierres, donc dans les pierres, entre les écarts qui sont entre les pierres constituées donc sur le pierrier du sommet du Ventoux. Voilà, en plus de ça, bon, c'est un site du paysage et aussi exceptionnel, qui est inscrit au titre de la loi paysage et qui est protégé par un arrêté de biotope, donc du fait de cette richesse biologique au sommet du Ventoux. Donc voilà, c'est un site très fréquenté, très convoité pour, on va dire, sa dimension sportive, mais aussi qui a la nécessité d'être protégé, valorisé au titre de cette richesse patrimoniale que je viens de vous présenter. Voilà, alors là, c'était pour donner une image de comment le projet est né et pourquoi aujourd'hui, voilà, le département avec le parc et puis tous nos partenaires financiers qui sont voilà, affichés dans le bandeau en dessous, j'en parlerai plus en détail à la fin, on décide d'aller sur la réhabilitation de ce sommet. Donc, je ne sais pas si vous êtes, j'imagine que vous êtes déjà rendu au sommet en été. Voilà, c'est un site très fréquenté par les vélos, les piétons, mais aussi les voitures, avec une non-organisation actuellement, on va dire, de tous ces flux de visiteurs et ces différents types d'usagers, avec des usages qui se mêlent de partout, et puis un stationnement et une circulation pas du tout organisée. Et du coup, une dégradation, notamment des zones de pierriers, dans lesquelles on trouve la richesse dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment ces espèces de flore endémiques au sommet. Donc, l'objectif du projet, face à ce constat, donc illustré par les images là, que vous voyez sur le diaporama, on avait donc plusieurs objectifs à ce projet. Tout d'abord, réaménager cette partie sommitale à des piétons et des cyclistes pour leur assurer une qualité de visite qui n'existe pas actuellement et puis une circulation, on va dire, plus agréable au sommet. Il y a un gros type de restauration des milieux naturels dans ce projet, puisqu'on l'a vu, cette fréquentation qui n'est pas organisée entraîne une dégradation et une disparition de certaines espèces ou certains milieux, d'où la nécessité de restaurer ces milieux. Le troisième objectif du projet, c'était de donner à voir, proposer une interprétation de ce qui se trouve au sommet par tout un schéma d'interprétation et de visite. Et puis, le dernier point, c'était de gérer les flux, notamment tout ce qui est stationnement en voiture, accès par les différents usagers du site. Voilà, donc ça, c'était les 4 objectifs du projet qu'on s'était fixé au démarrage, donc il y a quelques années, puisque c'était un projet qui a mis un petit peu longtemps à se préparer et à se mettre en œuvre.
Voilà, donc là c'est juste vous remettre le calendrier. Donc, c'est un projet partenarial, un département Parc du Ventoux, avec en 3 ans des études de définition du projet, donc avec tout un volet environnemental très important, et puis une étude paysagère pour définir quel aménagement on allait proposer. Et puis, on peut donc les travaux de restauration-réhabilitation au printemps 2020. Donc là, on sort d'une saison de travaux. Et puis, on va terminer cette année-là. Donc, l'objectif, c'est de terminer avant l'été 2021 tout ce qui reste à faire en termes de travaux pour pouvoir rendre le site aux visiteurs à l'été 2021. Et ce qui me paraissait intéressant aussi de préciser sur ce genre de projet, un site très protégé d'un point de vue environnemental et paysager, c'est que même si c'est un projet qui a pour vocation de restaurer les milieux, réparer, mieux organiser la fréquentation et donc limiter l'impact, on a quand même forcément un impact quand on mène ce genre de travaux sur des milieux sensibles comme ceux-ci. Donc, l'obligation de mettre en place des mesures compensatoires pendant, vous voyez, plus de 20 ans. Donc, ça, c'est le département qui a en charge et la responsabilité de mettre en place ces mesures compensatoires sur le site. Donc, pour donner un exemple, ça peut être par exemple la pose de nichoirs pour le traquet moteux, le petit que vous avez vu tout à l'heure, parce que dans le cadre des travaux, on peut être amené à altérer. On va mettre aussi en place avec le parc du Ventoux des éco-gardes sur le site en été pour sensibiliser les visiteurs, gérer la fréquentation et faire respecter les cheminements piétons sur le site pour éviter justement de dégrader les milieux. Voilà, tout un tas de mesures pour limiter l'impact sur l'environnement. Donc là, j'ai mis juste quelques diapos pour vous montrer le avant-après et on va dire les principaux aménagements du projet. La petite image que vous voyez en haut à gauche, c'est l'état actuel du site, enfin avant travaux, sur la partie vraiment sommitale, avec une zone qui est en été donc circulée par les voitures, par les piétons, plus l'installation de marchands ambulants. Donc ça fait tout un tas de populations qui se mêlent et qui entraînent une qualité de visite du site finalement qui n'est pas du tout agréable. Donc l'objectif dans le projet, c'est de rendre tout cet espace-là aux piétons et aux cyclistes, donc entre guillemets, débarrasser cette zone-là des voitures en les descendant un petit peu, tant en termes de stationnement que de tirement, pour pouvoir permettre aux visiteurs de profiter du sommet une fois qu'ils sont arrivés en haut, avec un mobilier d'interprétation qui sera installé sur ce parapet. Donc là, on voit un exemple pendant travaux en fait, de la réalisation du parvis avec un béton spécifique, ce qu'on appelle béton de site en fait, qui reproduit la couleur du pierrier pour s'intégrer au mieux dans les paysages. L'autre, on va dire, aménagement important du projet, c'est le parvis qu'on vient de voir, et là on se situe sur la route en contrebas côté sud. Tout le long là, de la route, on stationnera les voitures, elles ne pourront plus aller jusqu'en haut. Et l'objectif, c'était d'éviter tous les piétons à travers ce pierrier, puisqu'aujourd'hui les gens ils se garent n'importe où et puis ils passent à travers le pierrier partout pour aller au sommet. L'objectif, c'était vraiment d'avoir un espace de canalisation du public pour accéder au sommet et limiter du coup le cheminement et l'altération des milieux naturels qui sont adjacents. Donc ça, la solution proposée, ça a été de dire on fait un escalier qu'on voit ici en vue aérienne, depuis la zone stationnée par les voitures jusqu'à la partie sommitale, pour n'avoir qu'un seul espace de déambulation du public et limiter et restaurer les milieux qui sont alentours. On n'entend rien. Pardon ? Vous nous entendez ? Oui, oui, tout à fait. Je suis désolé, mais un sujet hyper... Et parce qu'on est cycliste aussi, mais voilà. Pardon, j'ai pas entendu, ça a coupé en fait. Allô ? Je pense que le problème de son ne vient pas de vous, il vient de la personne qui s'est manifestée, pour être honnête. Parce que moi, je vous entendais très bien, pas pour les autres. Ah, d'accord. Bon. Donc, je vais vous laisser poursuivre. Je suis désolé pour la personne qui s'est manifestée, je vais essayer de régler ça. Mais pour moi, a priori, ça ne vient pas de l'intervenant. Donc, je vous laisse poursuivre. Merci. D'accord. Les autres intervenants m'entendent, par exemple les personnes que je vois. Oui, apparemment Monsieur Arnaud, oui. Après, je ne sais pas les autres. Oui. Bon, oui, d'accord. Bon, écoutez, je continue. Désolée du coup pour les personnes qui n'entendent pas.
Là, ce que j'ai voulu aussi illustrer, c'est la voie depuis le parvis pour aller jusqu'à ce qu'on appelle le belvédère des Alpes. Donc, c'est dans une épingle, en fait, où on a un très beau panorama, en fait, sur tout le site des Alpes. Et on aura une grande table d'interprétation pour permettre justement au public de repérer tous ces sommets et ces massifs. Et cette voie-là, qui aujourd'hui est circulée par les voitures, deviendra aussi uniquement piétonne et cycliste, puisque les voitures ne pourront circuler qu'en contrebas, là, sur la route qu'on voit en contrebas. Donc voilà, on voit bien, là c'était juste pour illustrer un petit peu certains points clés du projet, mais on voit bien que l'objectif c'est vraiment de rendre certains espaces juste accessibles aux piétons et aux cyclistes pour une meilleure qualité de visite et tranquillité sur le site et de mieux organiser le flux de voitures. Alors là, simplement pour illustrer, voilà, c'est pas pour que vous regardiez en détail, mais illustrer, donc ça c'est la partie sommitale, là c'est la tour qu'on a vu tout à l'heure, vue du dessus, en plan masse en fait, et c'était juste pour montrer que toutes les petites zones qui sont matérialisées en vert sont des zones sur lesquelles on va avoir des actions de restauration par des techniques en fait de réensemencement avec des graines locales qui ont été prélevées sur le site. Et l'objectif, c'est vraiment de restaurer ces milieux, rendre ces milieux voilà, dans un état de conservation initiale et très bon état, alors qu'aujourd'hui, ce sont vraiment dégradés par le piétinement. Ça c'est possible parce qu'en fait, on a tout un réseau de cheminements qui canalise, donc c'est tout ce qu'on voit en gris, hein, qui canalise les piétons qui ne chemineront plus sur tous ces espaces adjacents qui redeviennent naturels. Et enfin, donc pour terminer sur quelques exemples de quelques volets du projet, là je vous ai mis des exemples d'illustration de ce qu'on va faire en termes d'interprétation sur le site. On aura, comme je vous ai dit tout à l'heure, des tables de lecture des paysages observés, donc côté Alpes, belvédère des Alpes et côté plaine de Provence. Et puis on aura aussi tout un circuit d'interprétation avec ce qu'on appelle des pierres, un petit mobilier en pierre posé le long des cheminements, avec des explications et de l'interprétation sur le patrimoine historique, culturel et naturel du sommet. En parallèle, on construit un petit livret de visite qui sera disponible, accessible soit via des QR codes, soit distribué en office du tourisme, compléter l'information qui sera sur site. Voilà, et pour terminer, puisqu'on m'avait dit de faire court, mais bon, après, si je peux préciser certains points s'il y a des questions sur le projet en lui-même. J'ai affiché ici le plan de financement du projet, donc pour montrer en fait tout d'abord le temps global du projet, donc qui est à 3 406 000 €, avec un financement départemental à hauteur de 50% et un montage, voilà, je vais dire un petit peu complexe, financeur. Puisque pour être honnête, hein, on a 3 financeurs, donc les fonds européens via le FEDER, dans le cadre du POIA, des fonds État et des fonds régions. Chaque dossier chaque financeur nous a demandé de déposer plusieurs dossiers. Donc, par exemple, pour le FEDER, on a 2 dossiers FEDER. Pour l'État, on en a 2 différents aussi, parce qu'on a 2 fonds FNADT et idem pour la région. Donc voilà, c'est vrai que sans ces financements-là, donc les financements européens, mais aussi les autres financements en complément, hein, je pense que le département n'aurait pas forcément lancé sur ce projet-là, même si ça fait un moment que ce projet était dans les cartons et a mis du temps à mûrir et à sortir. Mais vraiment, je pense que ces financements-là ont permis d'aller un petit peu plus loin, d'aller sur un projet aussi qualitatif, parce qu'on n'est pas juste sur de l'aménagement routier avec des stationnements, on est vraiment aussi sur il y a un gros restauration des milieux naturels, interprétation, ce qui n'est pas le cœur, ce qui n'est pas le classique de ce que fait le département. Donc ça a permis aussi vraiment d'aller sur un projet plus qualitatif et puis faire aboutir le projet tout simplement. Voilà, donc c'est vrai que parfois, on peut juste spécifier le fait que c'est un petit peu complexe des fois ce montage de dossier, mais c'est vraiment un vrai coup de pouce pour pouvoir mettre en œuvre ce type de projet sur un site comme celui-ci qui paraissait indispensable à mettre en œuvre. Et puis donc ma dernière idée, c'était juste faire un petit zoom du coup sur la partie POIA, donc Programme opérationnel interrégional du massif alpin, donc le FEDER.
Donc, ce programme-là mobilise des fonds FEDER et voilà, se situe sur le massif alpin, donc à cheval entre les régions Aura et PACA. Et le principal du programme, c'est protéger et valoriser les ressources pour un développement durable des territoires de montagne. Donc, c'est bien dans cet objectif-là que le projet de réhabilitation du sommet du Mont Ventoux, auquel le projet du sommet répond. Et puis, il y a 2 autres objectifs affichés, donc, dans lesquels nous, on ne répond pas forcément, mais ce sont donc améliorer la gestion des risques naturels sur le massif alpin, et puis accroître l'offre certifiée du bois d'œuvre alpin transformé localement. Voilà, donc moi j'en ai terminé parce qu'on m'avait demandé de faire quelque chose d'assez succinct, mais je suis à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette De rien. présentation. C'est un beau projet de préservation du patrimoine du département, surtout le Mont Ventoux, c'est un peu l'emblème du Vaucluse, donc c'est un projet emblématique. Je vais donner la parole à Nathalie Carpentras, qui va nous présenter un projet radicalement différent, soutenu également par l'Europe. Donc, je vous laisse la parole. Oui, bon, j'espère que vous entendrez tout, parce que nous, on a eu des gros problèmes de connexion. En fait, on entendait un mot sur 2, malheureusement, et c'était pourtant très intéressant, puis ça concernait le vélo, qui est justement notre centre d'intérêt. Donc, Serge et moi-même avons créé une société, enfin pas une société, mais un service de livraison à vélo en février, début de l'année 2019. Tout d'abord à titre indépendant et ensuite avec l'aide européenne. Donc, on a démarré cette activité en rapport avec le vélo parce que le vélo, c'est notre passion, et également pour essayer justement de développer le vélo utile dans la région, puisque actuellement, on le voit au Mont Ventoux également, c'est surtout le vélo sportif et cyclotouriste qui est répandu, vélo utile. Donc, nous, on se déplace essentiellement à vélo pour notre vie quotidienne, et on a eu envie de promouvoir une activité, on s'est inspiré de ce qui se fait dans les grandes villes, c'est-à-dire la livraison de colis à vélo. Donc, au départ, on était équipé de vélos non électriques, et suite on a discuté avec du projet Leader, du programme Leader, pour nous équiper de vélos électriques, donc de vélos cargo, remorques, afin de pouvoir, d'une part, transporter plus de poids, et d'autre part, aller plus loin, puisque le but était de rayonner, de mettre en rapport Carpentras, où nous vivons, et les territoires à côté, donc les petits villages. Donc, on a démarché dans un premier temps des commerçants qu'on connaissait, pour essayer de les sensibiliser à cette nouvelle activité, puisque actuellement, ça se fait plutôt dans les grandes villes qui ont des problèmes de circulation, mais ça ne se fait pratiquement pas dans les petites villes, puisque effectivement, à Carpentras et autour, on peut encore circuler en voiture, bien que ça prend un petit peu de temps et ça pollue. Donc voilà, on avait à cœur de développer cette activité au niveau des territoires. Alors, l'intérêt d'avoir des véhicules électriques, c'est de porter plus de poids et de pouvoir aller plus loin, parce que, vous savez, c'est vallonné quand même par chez nous. Donc là, actuellement, si on doit livrer, par exemple, du vin à Venasque, ça monte, donc il vaut mieux qu'on ait un vélo électrique. Donc, c'est pour ça que le programme Leader nous a bien aidés à ce niveau-là. Donc, nos premiers clients, on les a trouvés dans les commerçants de Carpentras, puis on a rayonné autour. Et donc, on était en bon développement. Malheureusement, le Covid a un petit peu mis un coup d'arrêt à cette activité, hein, du moins un ralentissement, puisqu'on livrait pas mal de vin, de bière. On travaillait pas mal pour les restaurants, pour les caves. Donc là, effectivement, on est à l'arrêt depuis plusieurs mois. On a travaillé au départ aussi avec des supermarchés, des petits supermarchés, mais qui, pareil, au moment du Covid, ne pouvaient plus répondre à la demande, puisqu'il manquait de biens de consommation. Donc, on avait arrêté. Je me permets juste de partager votre
votre page de site. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Excusez-moi pour l'interruption. Oui. Mais Alors, du coup, on a un écran noir. On voit pas. Alors, je vais retenter l'opération, excusez-moi. Oui, donc voilà, le but a marqué un petit temps de ralentissement à notre activité, mais on a quand même conservé toujours des clients réguliers qui nous permettent de continuer à livrer. Là, on essaye de développer un service. Voilà, c'est ça. On essaie de développer un service avec la COV actuellement. Pour éviter qu'un camion entre dans le centre-ville et rayonne, ça va beaucoup plus vite en vélo. Donc, on essaie de développer ça avec la COP, ainsi que le ramassage des déchets organiques, des biodéchets auprès des restaurants, auprès des cantines scolaires. Voilà, en fait, on démarche tous les acteurs qui peuvent nous aider et qu'on peut nous aider aussi, pour éviter de faire appel à la voiture autant que faire se peut. Donc, que ce soit à Carpentras ou tout ce qui se fait autour, dans les petits villages, dans un rayon de 10 km à peu près, parce qu'on ne peut pas non plus aller trop loin, il faut quand même un certain temps pour se déplacer. Et puis surtout, on essaie aussi de rayonner dans des villages qui sont desservis par des routes pas trop dangereuses, parce qu'il faut bien avouer, c'est que au niveau du département, on n'est quand même pas gâté pour les pistes cyclables. Il est difficile de mettre en rapport les petits villages entre eux et les petits villages reliant Carpentras. Donc, on a cette difficulté-là aussi. On ne peut pas, par exemple, les endroits où on ne va pas, c'est vers Loriol, Sarian, sauf par la piste voie Vénétia. Mais si on doit aller prendre la route d'Orange, par exemple, ça c'est impossible, beaucoup trop dangereux. Voilà, après, on espère pouvoir développer un petit peu plus le transport au niveau du vin, notamment parce qu'il y a beaucoup de caves et certaines ont fait déjà appel à nous. Également les restaurants, puisqu'on avait un projet aussi, juste avant la pandémie, un projet de livraison de repas entre midi et 2 auprès des sociétés, des collaborateurs qui mangent sur place. Bon, voilà, tout ça, ça s'est arrêté et on espère qu'une fois que ça sera terminé, on pourra développer un petit peu plus cette activité. Voilà, que vous dire de plus J'attends vos questions si vous en avez. Merci, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein, Alors, on me demande si cette activité est économiquement viable, c'est ça? Alors, pour l'instant, c'est une activité secondaire. On exerce une autre activité à côté parce qu'effectivement, on pourrait pas vivre, peut-être une personne et encore. Surtout à Carpentras, quoi. Le problème il est là, c'est que c'est Carpentras, même les alentours, c'est petit. C'est petit et on n'a pas encore la culture du vélo. Donc, nous, on essaie aussi le fait de faire circuler nos vélos en ville régulièrement, tous les jours. Comment dire, ça éveille un petit peu l'esprit des gens au fait qu'on peut livrer des choses à vélo. Notamment des petits meubles, on livre des petits meubles à vélo. Voilà, si c'est pas très lourd et pas très encombrant, ça peut se faire facilement et rapidement. Ce qu'on essaie de faire comprendre à la municipalité aussi, c'est le fait de libérer ce centre-ville par le dernier kilomètre, quoi, ce qui est le plus polluant. Voilà. Donc, à partir de là, nous, notre objectif, comme disait Nathalie, c'est d'aller aussi dans les communes voisines, mais c'est dangereux, quoi. Voilà. D'accord, ben, merci beaucoup pour cette présentation. C'est un joli projet qui est cofinancé par le programme LEADER. LEADER, c'est un programme de développement rural. Il a pu être financé parce que vous habitez à Carpentras et Carpentras est sur le territoire d'un groupement d'action locale, donc éligible au programme LEADER. Donc, il y a des zonages particuliers pour le programme LEADER. Et donc, voilà. Mais en tout cas, merci pour la présentation de votre projet. Je vais donner la parole à Anne Lema, qui est directrice adjointe de l'association Le Village à Cavaillon et qui va nous en dire plus.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors après le Ventoux, du coup Carpentras, proche du Ventoux, on va vers Cavaillon. Je vais vous présenter en fait le village, qui nous sommes, quel type d'activité on fait, puis après on fera un focus plus particulièrement sur le chantier d'insertion qui est soutenu du coup par cet instrument très intéressant, le Fonds social européen. Et puis j'essaierai de vous en montrer les avantages, la valeur ajoutée de ce Fonds social européen, et puis en dernière partie, peut-être sur les limites ou les contraintes qu'il y a dans la gestion et dans la mise en œuvre du fonds. Voilà, globalement. Donc, j'ai pas de présentation PowerPoint. Je vais essayer d'être la plus succincte et la moins soporifique possible. Alors, le village, on est donc une association basée à Cavaillon et on intervient en fait auprès de personnes qui se trouvent en situation de précarité. Ça fait maintenant pratiquement 30 ans en fait que l'association a été créée et on accompagne, on anime différents dispositifs en fait auprès de ces personnes en situation de fragilité, que ce soit sur du logement, sur de l'hébergement d'urgence. Donc, on est également un lieu de vie, en fait, sur le site. On a également des accueils de jour, que ce soit sur Cavaillon et sur l'île sur la Sorgue. On fait de la médiation de rue. Donc, on va à la rencontre des personnes qui se trouvent à la rue ou en voiture ou en habitat précaire. On a une référence RSA et puis donc on a également des projets pour faciliter l'accès au logement, notamment sur le logement d'abord. Voilà, donc on a une approche très globale par rapport aux différentes problématiques des personnes. Et puis on intervient sur du coup l'insertion professionnelle avec un chantier d'insertion. Donc sur ce chantier d'insertion, on a donc deux pôles d'activité. Un pôle d'activité qui est le pôle éco-construction, qui est composé en fait de différents supports d'activité. Donc, on fabrique des briques en terre compressée. Donc, voilà, ce sont des briques qui vont permettre en fait de l'isolation et également qui vont permettre de l'accumulation de chaleur en fait. Et puis également, on travaille sur les enduits en terre, on travaille sur l'éco-construction. Puis on met en œuvre, on fait des chantiers en éco-construction. On a également aussi un atelier bois qui s'est développé là assez récemment et on fait par exemple la fabrication en fait de composteurs. Voilà. Donc ça, c'est le pôle éco-construction. Et ensuite, on a un pôle alimentation. Ce pôle alimentation est composé de 3 supports d'activité. On fait du maraîchage bio. On a un atelier de transformation de fruits et légumes qui a ouvert là, très récemment, en fin d'année. Et puis, on a une activité qui s'appelle la vie quotidienne, c'est-à-dire donc on a une cantine associative et également cette activité va gérer toute la lingerie en fait du lieu de vie, puisqu'on est un lieu de vie où il y a une trentaine de personnes qui vivent sur le site. Et également, cette activité s'occupe de l'entretien des locaux. Globalement, sur le chantier, sur l'année, on accueille à peu près, donc là, sur l'année 2020, on a accompagné 88 personnes en insertion. Donc, la mission principale du chantier d'insertion, c'est vraiment d'accompagner des personnes sur une remobilisation à l'emploi. Et l'activité du chantier d'insertion, c'est simplement un support, en fait. Donc, il y a tout un accompagnement en fait, socio-professionnel qui va être mené en parallèle. Les résultats sur l'année 2020, par exemple, on a 48 personnes qui sont sorties du chantier et on a 26 sorties dynamiques. Donc, à peu près 54% en fait, des personnes qui ont réussi à soit reprendre une formation, soit trouver un emploi en CDI ou en CDD. Voilà. Donc, sur cette activité, sur ce support, cette action du chantier d'insertion, on est soutenu par le Fonds social européen qui nous soutient en fait au village depuis de nombreuses années. Donc, j'ai essayé de reprendre un petit peu l'historique en fait de ce soutien et donc je suis remontée jusqu'en 2011. Donc, on a eu un premier soutien qui était de l'ordre de 25 000 €. Voilà, et donc aujourd'hui, donc ça fait maintenant pratiquement, ça fait 10 ans cette année. Ça a permis effectivement un développement de l'activité et aujourd'hui, en fait, globalement, on va bénéficier en fait d'un soutien environ de 200 000 € sur un budget global du chantier de l'action d'1,4 million.
Voilà, donc ça représente à peu près 15% du plan de financement, en fait, globalement, hein, puisque c'est un… Voilà. Voilà, alors qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce que ça nous a permis depuis, on va dire, ces 10 dernières années, d'avoir eu cette chance de bénéficier de ce fonds, donc, du coup, de soutien, essentiellement d'accompagner les personnes qui sont les plus vulnérables, et ça nous a vraiment permis en fait de rester sur ces personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, et donc de mener à bien cette mission, et de façon peut-être beaucoup plus qualitative. S'il n'y avait pas eu, par exemple, le financement, enfin ce soutien, on se serait peut-être un peu éloigné en fait de ce public, pour aller vers peut-être des personnes moins éloignées de l'emploi, parce que du coup, elles seraient peut-être un peu plus… ça serait peut-être moins compliqué, ou ça demanderait moins de temps, et ça permettrait en fait également, elles seraient peut-être plus efficace, si on peut parler d'efficacité au niveau de la mission. Voilà, donc ça nous a vraiment permis en fait d'être au cœur de notre mission, et de vraiment toucher des personnes les plus éloignées. Indirectement, ça a eu aussi des effets, on va dire, de structuration, de professionnalisation au niveau de l'association, puisqu'il a fallu qu'on s'organise en fait pour gérer ce fonds. J'en parlerai tout à l'heure, puisque effectivement, des fois, c'est un petit peu complexe. Les équipes, voilà, étaient des fois assez réticentes, puisque du coup, il y a quand même pas mal de normes, ou on va dire de choses à respecter, notamment sur les achats. Mais ce qui était très intéressant, c'est que ça a permis vraiment de faire évoluer aussi notre fonctionnement interne. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et voilà, après, il y a eu vraiment cette montée en compétences des équipes. Et puis ça nous a permis aussi peut-être d'améliorer, ou de prendre en considération certains aspects dans le contenu de l'action. Je pense notamment à toutes ces approches qu'on dit transversales, ou ces réflexions sur l'approche genre, l'égalité entre hommes et femmes, sur la discrimination. Voilà, alors on le traite, on l'aborde, mais c'est vrai que le fait de devoir répondre au niveau du coup du document projet, ça a vraiment permis de questionner en fait notre intervention, et surtout de la faire évoluer et de la mettre en œuvre. Et donc c'est vrai que d'améliorer du coup qualitativement notre intervention. Donc ça, je trouve ça aussi très intéressant en fait. Et puis également l'autre approche aussi transversale, qui est plus sur l'environnement ou le développement durable. Donc voilà, ça nous permet de re-questionner à chaque fois ce que l'on fait, comment on le fait, et comment on pourrait aussi le faire différemment et l'améliorer. Ce soutien depuis 10 ans, ça a surtout permis d'être un effet de levier, comme ça a pu être mentionné précédemment notamment par M. Arnaud. Ça nous a permis surtout de développer le chantier d'insertion, les différents supports d'activité. Donc, il y a 10 ans, le chantier d'insertion ne ressemblait absolument pas à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, voilà, il y a eu vraiment un développement, une structuration. Donc, le dernier né, on va dire, c'est l'atelier transformation, là, en novembre 2020. Et puis, tout un travail en fait sur le contenu de nos activités. On fait aussi pas mal de recherche-action sur tout ce qui est matériaux biosourcés. Ça nous a vraiment aussi permis d'être en capacité aussi de développer l'action, et de mobiliser aussi d'autres financements en fait. Et surtout d'avoir peut-être des supports d'insertion qui soient aussi très valorisants pour les personnes, et qui soient aussi aujourd'hui vraiment en phase avec les enjeux qu'il y a sur la transition écologique qui est en route, puisqu'aujourd'hui, nos supports d'activité traitent de la transition écologique, et on est vraiment au cœur de cette thématique en fait. Alors, effectivement, c'est un effet de levier très intéressant financièrement. Par contre, dans la mise en œuvre, il peut y avoir certaines complexités ou contraintes, notamment une lourdeur administrative qui est peut-être liée aux règles de fonctionnement, qui sont souvent un peu complexes, et notamment pour des petites structures
Peut-être certaines n'ont pas forcément toute la capacité, en fait, et en termes de compétences, mais aussi en termes de temps pour gérer toutes ces contraintes administratives. C'est vrai que ça demande pas mal de temps. Donc, certes, il y a une traçabilité. Enfin, la traçabilité est importante. C'est indispensable et c'est pas du tout discutable. Mais je pense qu'il pourrait y avoir peut-être certaines choses qui pourraient être allégées et qui pourraient nous permettre en fait aussi de consacrer peut-être plus de temps dans notre mission première, qui est l'accompagnement des personnes sur cette remobilisation à l'emploi. Voilà, et peut-être consacrer un petit peu moins de temps aux enjeux administratifs, même s'ils sont effectivement incontournables. Voilà. Peut-être en dernier point, je voulais peut-être mentionner le rôle du conseil départemental. En fait, on est assez chanceux dans le Vaucluse, puisque en fait, le Fonds social européen, aujourd'hui, dans le Vaucluse, il est géré par cet organisme intermédiaire qui est le conseil départemental. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il y a cette proximité, il y a cette connaissance des projets, il y a cet accompagnement qui est de qualité. Et les équipes, en fait, du conseil départemental ne font pas que instruire les dossiers, ils nous accompagnent aussi dans les différentes étapes du développement du projet, que ce soit lors de l'instruction, dans la mise en œuvre, mais aussi dans le compte rendu, donc cette étape qu'on appelle, cette dernière étape qui est souvent un peu longue et fastidieuse, ce contrôle de service fait. Voilà, mais donc, moi, je voulais vraiment aussi mettre en avant en fait cette proximité qui était précieuse en fait pour les acteurs du territoire. Et cet accompagnement, et ça va faciliter, ça va surtout accompagner, je pense, pas mal de structures ou d'associations qui n'ont pas forcément toutes les capacités ou les compétences dans la mise en œuvre. Voilà, comparativement peut-être à d'autres départements où c'est géré par la région ou par d'autres organismes. Voilà, enfin, pour nous, c'est essentiel en fait. C'est essentiel, c'est précieux et il faut vraiment le préserver, en fait, notamment pour l'avenir, pour les prochaines programmations. Ça fait vraiment du sens. Voilà. Peut-être en conclusion, peut-être dire qu'effectivement, le Fonds social européen, c'est peut-être complexe, mais comme vous avez pu le voir dans le montant des volumes financiers qu'on a pu mobiliser, pour nous, c'est essentiel. C'est essentiel et sans le Fonds social européen, aujourd'hui, on ne pourrait pas mettre en œuvre le chantier d'insertion comme on le fait aujourd'hui, notamment par rapport à la qualité de l'accompagnement que l'on peut mettre en avant, en fait. Voilà, donc pour nous, c'est même pour l'avenir, en fait, c'est un peu incontournable et un peu indispensable. Alors, il y a pas mal d'incertitudes pour les prochaines programmations, mais voilà, enfin, peut-être redire que notamment le village, mais je pense d'autres chantiers d'insertion au niveau du Vaucluse, le Fonds social, l'Europe est vraiment très présente et ça permet vraiment d'accompagner des personnes qui sont très éloignées de l'emploi et très précarisées. Et ça fait vraiment sens, en fait. Et voilà, donc un grand merci. Et on espère que ce soutien pourra perdurer et surtout permettra également de développer encore des activités qui sont aussi en cohérence par rapport avec les grands enjeux qu'il y a aujourd'hui, notamment de transition écologique, en fait, qui pour moi est essentiel, bien évidemment aussi avec des problématiques que l'on connaît aujourd'hui sur ces enjeux sanitaires. Mais voilà, donc continuez à nous soutenir. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette présentation de ce joli projet mené par le village à Cavaillon. Maintenant, il est temps de répondre aux questions qui ont été posées par les participants. Alors, ouais, du coup, on va peut-être faire, je propose de passer dans l'ordre, de revenir au début, donc de repartir sur monsieur Arnaud, et des premières questions qu'on avait eues sur votre intervention. Une des premières, vous avez mentionné le projet du chemin financé à Cabrières, DEG,
Et voilà, Monsieur Gropelier aurait aimé avoir plus d'informations si vous en aviez, porteur, cible. C'est assez succinct ce que j'ai, mais bon. Donc, les communes de Cavoyardègue, donc c'est le chemin du patrimoine, valorisation d'un parcours de découverte. Et l'objectif, donc, découverte du patrimoine villageois, avec notamment la chapelle Sainte-Elzéar, Notre-Dame de toutes fleurs et ses voûtes troglodytes. Les communes donc, de Cavière-d'Aigle se situent donc, à l'écart des circuits de visite touristique habituels. Là, je vous lis ma note. Cette commune dispose de peu d'équipements permettant de structurer l'offre touristique, alors que son territoire est riche d'histoire. Et là, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on est sur un projet donc, financé sur du FEDER. Et effectivement, la structuration de l'offre touristique est un élément effectivement, qui est important dans la politique régionale et notamment qui peut valoriser notamment, qui est un élément de valeur ajoutée dans le financement d'un projet. Voilà les éléments que j'ai. Alors j'ai quelques chiffres aussi. Donc lieu c'est Cavoyardègue, cofinanceur donc région, la région sud, donc 36 575 €, coût total 234 106 €, voilà, avec un montant de l'EU de 113 500 €. Donc c'est un projet qui a date du début du projet, c'est 2016, décembre 2018. Fin du projet, donc un projet qui a mis 2 années donc, voilà, à se mettre en place. Bon, ce qui n'est pas... la durée du projet dépend de plein de choses, hein, donc là-dessus, on pourra y revenir s'il y a des questions là-dessus, sur l'aspect, on va dire, peut-être un peu plus technique. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, si effectivement il y a besoin de plus de précision, davantage, je propose toujours de compléter éventuellement les informations que je dispense, notamment lors des conférences, parce que je n'ai pas tout dans la tête. Donc voilà, mais il n'y a aucun souci s'il faut répondre, approfondir certains points, notamment de mon intervention. Si ce que je viens de vous dire n'est pas assez précis, bien sûr. Bon, ben, je vous remercie pour cette question. Voilà, j'invite les personnes qui, s'ils veulent approfondir la question, commenter, etc., de lever la main. Il y a pas, on vous donnera la parole et vous pourrez directement interagir avec les intervenants. Peut-être une deuxième question à Monsieur Arnaud, c'était sur la dernière partie que Madame Lema a évoquée, sur les lourdeurs administratives. Est-ce que vous avez c'est un peu compliqué et vaste, hein, des astuces. Des astuces pour éviter les lourdeurs administratives. Il faut savoir qu'on a tendance à dire que l'Europe, donc, enfin, les financements européens sont des dossiers qui sont très lourds à monter administrativement, mais en fin de compte, je dirais, tous les dispositifs, quelque part, d'aide publique sont assez lourds, quelque part. Alors, des explications, je dirais, elles sont diverses. Vous avez des systèmes en Allemagne, on monte un dossier européen, je dirais, ça, avec très peu, finalement, il y a très peu d'éléments, quoi, hein, on vous demande très peu d'éléments pour financer effectivement un projet. C'est pas aussi volumineux. En France, on a une culture administrative assez importante. Tout est donc aussi soumis à des contrôles, à des vérifications, ce qui est normal puisque c'est de l'argent public. Et il y a des règles effectivement particulières qui s'appliquent et qui viennent s'ajouter notamment à la demande de financement de subventions européennes. Si on prend par exemple le dispositif notamment d'aide d'État, hein, donc on va vérifier déjà, la première chose, quand on est sur des projets où on a quand même des structures qui ont déjà obtenu des financements publics, on va déjà vérifier d'une certaine façon, alors ça dépend toujours de lourdeur administrative, de la taille de la structure, de la taille du projet, des acteurs qu'on peut mobiliser, est-ce qu'il y a un service comptable, est-ce qu'il y a un service administratif qui va pouvoir aussi gérer ce suivi? Comment vous impactez, d'ailleurs, c'est demandé dans les projets finalement, comment vous allez affecter quelque part ce temps de gestion et à qui, parce que ça fait partie des éléments importants. Je dirais qu'il n'y a pas la solution, elle est en fonction de l'organisation que vous allez trouver au sein de l'entreprise, ou bien ou de l'association, puisqu'il y a des projets donc, associatifs aussi, et aussi des structures éventuellement qui pourraient vous accompagner ou à qui vous pourriez peut-être déléguer à ce moment-là une forme de gestion, hein, ou des cabinets éventuellement qui peuvent intervenir sur du suivi financier. Bon, on m'a demandé dernièrement, je suis intervenu pour un projet, pour une demande de subvention FEDER, sur un projet donc, territorial. On a obtenu donc un montant de 900 000 €.
Et on m'a demandé si je faisais le suivi financier. Alors, en tant qu'avocat, je n'ai pas vocation à faire du suivi financier, mais j'ai sollicité donc, dans mon réseau des personnes qui pourraient effectivement, de par leurs connaissances, s'assurer notamment et intervenir donc, pour justement aider quelque part ou former le personnel à ces dispositions-là. Mais c'est vraiment, on a tendance, quand on dit lourdeur administrative, c'est très vaste en fin de compte, parce que tout est lourd dans un dossier. Hein. Et sur un dossier FEDER, on va vous demander des pièces, vous allez saisir sur la plateforme votre dossier, et comme j'indiquais tout à l'heure, donc vous allez produire un certain nombre de pièces, mais entre le nombre de mots qu'on vous autorise à écrire sur un dossier et tout ce que vous souhaitez dire sur le projet qui a de la valeur, il faudra peut-être à ce moment-là indiquer dans des annexes des notes spécifiques qui vont venir préciser la valeur ou la qualité du projet. Bon, c'est très normatif. Vous avez un règlement interfonds qui intervient au niveau européen, qui affecte et qui indique justement en fonction des différents fonds ce que vous pouvez financer ou pas financer. Et vous avez au sein au niveau national, très souvent, et en tout cas au niveau, ça se décline après au niveau régional et départemental, c'est effectivement des circulaires administratives qui vont définir aussi les dispositifs et la façon dont est traité un dossier. Donc c'est vraiment, c'est un travail, je dirais, quelque part d'expertise. Donc la simplification, il y a beaucoup de choses qui ont été simplifiées déjà, ça l'a été encore davantage, mais malgré tout, on n'y arrive pas parce qu'on considère, et à raison, hein, quelque part, que ce temps administratif, ça a un coût également. Il faut l'intégrer quelque part dans l'accompagnement qu'on veut mettre en place. C'est posé d'ailleurs dans les questions au détour de, c'est pas forcément dit de manière explicite, mais comment vous prévoyez quelque part d'organiser la gestion ou le suivi de votre dossier. Ça fait partie des éléments qui sont appréciés, notamment dans la demande de financement. Donc, c'est des choses qu'il faut intégrer, je dirais, déjà dans le projet, quelque part. Voilà. Après, ça dépend vraiment de la taille du fonds, de la taille du projet, effectivement, et de la structure que vous avez. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est très difficile, si vous voulez, finalement, de réorganiser, de trouver une solution, on va dire, type, enfin, générale en tout cas, qui pourrait s'appliquer à tous les porteurs de projets, puisque ça dépend vraiment de chaque structure et de la taille du projet. Oui, je vois que dans le chat, la personne qui a posé la question vous remercie du coup pour la réponse que vous avez apportée. Mais peut-être juste, si je peux me permettre d'intervenir, en fait, c'est peut-être aussi comment accompagner des associations, notamment des acteurs locaux, en fait, qui n'ont pas cette capacité. Parce que, comme on a pu voir, hein, c'est un effet de levier qui est vraiment très intéressant, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de fonds qui ne sont pas forcément mobilisés. Et sauf qu'au niveau du terrain, en fait, au niveau local, il y a beaucoup de structures en fait qui reviennent sur dire non, on préfère ne pas gérer en fait un fonds social européen ou un autre fonds européen parce que c'est beaucoup trop complexe, et c'est vraiment très dommageable parce que cet effet de levier et puis surtout derrière la qualité des interventions qui peuvent être mises en place, c'est vraiment très intéressant, et ça permet des répercussions au niveau territorial très intéressantes. Donc après c'est comment faire pour que les acteurs, notamment locaux du territoire, puissent être accompagnés pour pouvoir répondre à ces appels et pour pouvoir les mobiliser. Voilà, objectivement, nous, au niveau de l'association, c'est parce que j'y ai passé beaucoup de temps et que j'avais certaines connaissances et compétences là-dessus. Sinon, on n'aurait pas continué. Et voilà. Et je pense qu'il y a plein d'autres acteurs qui sont comme nous, en fait. Et mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, je ne sais pas si c'est Europe Direct ou si c'est le conseil départemental, je ne sais pas. Mais pour que ces acteurs locaux puissent y avoir accès. Parce que il y a une barrière très, très, c'est très limitatif. Il y a beaucoup de personnes qui se découragent, en fait. Et c'est dommageable, puisque les fonds sont présents. Donc, alors, si je peux apporter un petit élément de réponse, Europe Direct ne va pas écrire les projets, mais peut aider à orienter le porteur de projet dans le maquis des aides européennes. Du moins, en tant qu'Europe Direct, on peut
on peut défricher pour le porteur de projet l'aide pertinente pour son projet. Voilà. Mais ouais, et puis après, il y a même des structures qui se... Bon, c'est un coût, évidemment, mais il existe aussi des structures qui sont spécialisées là-dedans dans le montage de projets et qui perçoivent rémunération contre montage. Mais évidemment, toutes les structures, et en particulier les plus petites structures, n'ont pas forcément les moyens de se permettre ce genre de service. C'est vrai que c'est la complexité administrative et sûrement la méconnaissance de comment bien répondre à un appel à projet, etc. Ça limite beaucoup de projets qui sont pour autant super intéressants. J'en doute pas. Peut-être pour poursuivre sur la deuxième intervention sur le Mont Ventoux, totalement autre chose, sur les mesures compensatoires. Il me semble que c'était cette intervention. Qui ont été évoquées durant la soumission du... Est-ce qu'elles ont bien été évoquées, ces mesures compensatoires, durant la soumission du projet? Si je lis bien la question. Si oui, où est-ce qu'on peut trouver cette liste de mesures compensatoires et de leur échelonnement? Voilà, je ne sais pas s'il y a un document disponible sur le site. Alors, sur la première partie de la question, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Ce qui est certain, c'est que dans le dossier qu'on a déposé dans le cadre des demandes de subvention, notamment FEDER, évidemment qu'on n'a pas listé toutes les mesures compensatoires et qu'on n'a pas joint le dossier détaillé des mesures compensatoires, parce que c'était pas le... Enfin, voilà, on a décrit le projet, mais on pouvait pas, c'était pas possible de lister toutes ces mesures. Par contre, le dossier en lui-même de dérogation à la destruction d'espèces protégées, parce qu'en fait, c'est lié à ça, hein, le fait que le département ait l'obligation de mettre en place des mesures compensatoires, est téléchargeable sur le site internet de la DREAL. Donc, il est facilement trouvable, en fait. Hein. Après, je peux transmettre le lien si ça intéresse la personne qui a posé la question. Mais sinon, en tapant dossier dérogation réhabilitation sommet Ventoux, on tombe facilement dessus. C'est un document qui est public. Donc, à l'intérieur, vous verrez. Bon, il fait 200 pages, il faut être motivé, mais vous verrez toutes les mesures qui ont été proposées et qui seront mises en œuvre. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Oui, la première partie, en fait, j'avais mal lu, mais c'était sur est-ce que ces mesures compensatoires, du coup, étaient bien évoquées dans la soumission. Mais vous avez répondu dans la soumission du projet. Oui. Voilà. Une autre question, mais ce n'est pas forcément de votre ressort, mais j'imagine pour l'ensemble des participants. Est-ce qu'on peut imaginer un projet du même type pour le parc du régional du Luberon, certes moins attractif sur le plan touristique, mais ayant néanmoins un fort potentiel? Donc j'imagine sur des réhabilitations comme il a pu être fait sur le Mont Ventoux. Donc ça, c'est une question très très vague, hein, et surtout il faut... Vaste sujet. Alors, sur le territoire du... En fait, l'opération du Ventoux, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle les opérations grands sites, donc les grands sites de France. Ce qu'on va trouver, par exemple, au Pont du Gard, Puy-Marie, Falaises d'Étretat, des choses comme ça. Donc, des sites très fréquentés sur lesquels il y a un vrai enjeu à conserver des paysages très spécifiques, conserver l'esprit des lieux, en fait. Donc, le Ventoux n'est pas un territoire de grand site de France à proprement parler parce qu'il n'est pas encore rentré dans la démarche. Mais on trouve ce type d'opération, on va dire, en préfiguration sur les territoires du parc du Luberon, puisque c'est le cas du massif des Ocres, en fait, qui est en opération de grand site, donc qui a vocation à mener ce type d'opération, c'est-à-dire de gestion de la fréquentation, canaliser l'impact sur les milieux, tout en permettant une découverte de ces paysages si particuliers. Voilà. Donc après, la question l'a posée est vraiment très vaste, donc c'est difficile de répondre, mais on pourrait tout à fait mener ce type de projet, donc gestion, fréquentation, préservation, et lever des financements comme ceux qui ont pu être mobilisés pour le territoire du Ventoux. Merci. Et je place une pour M. Poirot qui vous remercie pour la question précédente pour votre réponse. Qu'il ira voir le document. Ok. Malgré sa lourdeur, il ira voir quand même. Donc, on va passer à la troisième intervention. Et je vais redonner la parole
monsieur et madame Carpentras. Du coup, j'ai vu que vous aviez répondu déjà dans le chat, mais je vous réinvite à donner votre réponse si vous voulez la développer un peu plus sur pourquoi vous avez choisi le vélo électrique et pas un petit véhicule électrique. Voilà. Oui, le parti pris, c'était quand même justement de développer le vélo, comme je dis, sur le territoire de Carpentras et aux alentours. Donc, au niveau de la circulation, ça se faufile dans le centre-ville. C'est quand même petit par rapport à un véhicule. Et équipé d'une remorque, on peut quand même mettre pas mal de choses dessus. Au niveau du poids, on peut aller jusqu'à 200 kg sur un vélo cargo entre la remorque arrière et la caisse avant. Donc, ça permet quand même de transporter pas mal de choses. Et puis, c'est toujours moins polluant un vélo électrique qu'un véhicule qui fait intérêt, c'est aussi le poids. Alors, des petites coupures. Je vais peut-être vous inviter à... Je ne sais pas si c'est que pour ma part. Des petites coupures de son. Je vais peut-être couper un instant, voir si en coupant votre caméra, ça sera peut-être un peu mieux. Je suis désolé. Oui, allez-y. Alors, allez-y, je vous en prie. Je recommence? Je ne sais pas si vous voulez recommencer. Oui. C'était par rapport à l'intérêt du vélo, c'est que c'est le plus petit. L'intérêt, c'est que c'est quand même moins polluant un vélo électrique qu'un véhicule électrique. Voilà, ça c'est principalement l'argument. D'accord. Bon, ça paraît un peu... c'est un poids lâché, mais je pense que c'est un petit peu mieux quand même. Et une autre question sur votre activité, c'est est-ce qu'elle est économiquement viable? Et la comparaison a été prise avec les livreurs de repas dans les grandes villes, comparé à cette activité. Comme je le disais, on n'a pas pu avoir le recul, du moins le développement, c'est plus ou moins interrompu. De dire ce que ça aurait été si on avait pu se développer normalement. Donc, ça ne sera que repoussé, puisque à la fin de cette épidémie, on va repartir en prospection. Mais la comparaison avec les livreurs de repas, c'est que nous, on a fait un choix différent. Ces plateformes sont quand même difficilement... c'est un petit peu... je vais employer un mot un peu fort, mais c'est un peu l'esclavage moderne. Les livreurs sont à la merci des plateformes. Ce n'est pas eux qui fixent leur rémunération. Les rémunérations sont amenées à baisser. Donc, on ne voulait vraiment pas travailler du tout comme ça. Donc, on ne peut pas comparer ce qui se fait. Bon, après, les livreurs des plateformes peuvent travailler 1 heure par soir ou bien 7 heures par jour. C'est vraiment au choix. Donc, nous, sur le même temps, si on travaille une journée entière, effectivement, ça sera la livraison pas, parce que nous, on pourra travailler entre midi et 2, le soir pour les repas, mais également la journée pour livrer d'autres marchandises. Donc, oui, c'est tout à fait viable. Voilà, on peut tabler sur là-dessus, quoi. Bon, très bien, je vous remercie. Peut-être une dernière question qui vous a été posée, c'était sur il me semble sur la sécurité, oui, la sécurité, car les infrastructures au niveau de votre zone n'est pas du tout adaptée, j'imagine, à la circulation des vélos. Est-ce que... Oui, alors là, c'est un vaste sujet qui nous tient à cœur. Et effectivement, bon, dans le centre de Carpentras, il y a quelques voies cyclables qui sont assez insuffisantes et sur un schéma qui n'est pas suivi. Et autour, donc, pour accéder au petit village, il y a quasiment aucune infrastructure. Donc là, c'est vraiment ça. Financer plutôt aux collectivités à voir Alexandre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais c'est vrai qu'on est sous-équipé au niveau infrastructure vélo dans le Vaucluse. Ouais.
Voilà, il y a eu des petites coupures, mais je pense que s'il y a on a compris Le la message. substance de vos propos. Et on comprend qu'il y a vraiment des améliorations à faire sur l'infrastructure cyclable dans votre zone. J'ai vu qu'il y avait une réponse qui avait été apportée en plus sur ce qui avait été évoqué par Madame Lema et répondu par Monsieur Arnaud, enfin, la discussion qu'il y a eu auparavant aussi, c'est qu'il y a un groupe de travail qui est spécifique du réseau Europe Direct, qui se nomme Europe et Développement Territorial, qui développera des outils pour la période 2021-2027 pour faciliter l'accompagnement et l'information des porteurs de projets. Et cette information nous vient de Claire Sarda-Vergès, voilà, notre collègue de Europe Direct Pyrénées. Donc, il y a du travail en cours. Donc, on espère que ça va porter ses fruits très prochainement. Voilà. Au niveau des questions, je ne sais pas si j'avais fait le tour. Je regarde un petit peu les commentaires. Il y avait une question, pardon. Oui, je t'en prie. Je crois que le tour des questions a été fait, il me semble. Oui, la majorité. Il y a d'autres questions soudaines. Voilà, je vous invite à lever la main. Il n'y a pas de... pour discuter directement avec l'un des intervenants. Alors, monsieur et madame Massé qui se manifestent. Je lui donne la parole. Alors, je vous invite à réactiver votre micro. Ça y est, ça y est. Bonjour. Oui, c'était une question à monsieur Arnaud. D'abord, je le remercie pour son intervention. C'était pour savoir si vous pouvez nous citer d'autres projets agricoles ou agroalimentaires dans le territoire. Alors, attendez, je reprends mon document de présentation. Alors, oui. Voilà, moi, les deux projets que j'ai, donc c'est alors sur les projets dans le Vaucluse, donc il y en a un mais je les ai cités en fait, hein, donc décembre 2016 et juin 2017. Ceux-là, vous les connaissez, c'est ça? S'il y avait d'autres projets que ceux-là, j'ai pas d'autres projets là sur la présentation que sur ces aspects-là. Vous attendez peut-être une question précise sur les dossiers, les projets FEADER en particulier? Des idées, enfin parce que des idées sur les mises en place de. On a des idées sur Zouk là, mais bon. D'accord. Ce qui se voit généralement dans les projets de type FEADER, alors pour le dissocier quand même comme je dis, du FEDER, le Fonds européen de développement régional, l'objectif c'est vraiment le développement économique et le FEADER c'est le développement rural. Alors c'est des notions qui restent quand même assez proches, mais on va être sur pour prendre un exemple très concret, on va peut-être financer un projet d'animation, notamment dans des activités apicoles, par exemple, pour sensibiliser notamment au terroir et à une particularité notamment sur le territoire, et le mettre en lien notamment justement avec l'aspect rural, même si c'est dans le cadre touristique, mais on ne financera pas, par exemple, dans le cadre du FEADER, du matériel roulant, aller sur le marché vendre du miel, même si on est producteur. Il y a on peut rentrer sur des projets qui sont des aménagements, notamment de zones, de terres agricoles avec notamment des maisons pour aller plutôt vers du gîte, notamment avec des découvertes, la condition qu'il y ait des activités découvertes, notamment en lien avec le territoire. On est vraiment sur la spécificité, notamment du caractère rural. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a
une orientation par rapport au désenclavement quelque part de certaines zones, notamment d'un territoire rural. Donc un projet qui vise effectivement à désenclaver quelque part certaines parties du territoire rural va pouvoir à ce moment-là se mettre en place. Alors je vous invite, là j'ai pas de réponse, mais je vous invite quand même à regarder dans le Vaucluse, il y a cette notion de, enfin c'est un cadre, c'est un dispositif qui existe, qui sont les zones de revitalisation rurale également, qui sont parfois associées notamment, alors ça c'est un dispositif d'État, hein, donc qui permet justement des exonérations fiscales et puis de charges sociales quand on crée ou quand on reprend une activité, qui peuvent aussi rentrer dans ce cadre-là et qui vont venir un peu en complément notamment d'un financement européen, sachant, il y a un bémol quand même, qu'on est, à partir du moment où vous bénéficiez de certaines aides, notamment, y compris par le biais d'exonération, il peut y avoir effectivement des freins par rapport à l'obtention d'un financement, puisqu'il y a déjà une aide qui a été attribuée. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Après, je peux approfondir et refaire une veille sur des projets notamment du Vaucluse dans ce cadre-là. Moi, c'est ceux qui me sont venus, et puis ceux dont je viens vous citer, c'est plus ou moins des projets sur lesquels j'ai pu être consulté, notamment dans votre département, mais que je n'ai pas le droit d'évoquer de manière claire parce que je suis soumis au secret professionnel. Donc voilà, mais sur ces questions-là, effectivement, on peut être amené, comme je vous l'ai dit, la notion effectivement de projet financé dans le cadre du FEADER, et plus particulièrement sur l'aspect agricole, va se situer vraiment sur quelque part la transmission de la culture, notamment rurale, à travers des activités quelque part qui sont économiques, puisqu'il faut d'une certaine manière permettre justement au secteur agricole de vivre notamment. Et c'est pour ça qu'on parle de développement en tout cas de fonds européens de développement, notamment de FEADER, hein, fonds européen agricole pour le développement rural. Voilà. Est-ce que ça peut financer, par exemple, une petite transformation locale de l'industrie alimentaire, par exemple des fruits du coin ou une conserverie, une petite conserverie de la production locale. Voilà. Vous êtes producteur ? Non, moi pas du tout. C'est parce que je sais que notre nouveau maire a des idées de ce style-là en tête. Ouais. D'accord. Moi, je suis agroalimentaire de formation en plus. Enfin, d'accord. Parce que ce qui est commercial sera plutôt, on va le retrouver dans le développement, plutôt dans le FEDER, sachant qu'on a de l'associatif dans le FEDER aussi, hein, parce que ça rentre dans le développement économique. Et dans le FEADER, on aura, il peut y avoir effectivement donc des projets qui sont soutenus. Si cette transformation, elle met en valeur notamment justement cette culture rurale et qu'elle invite quelque part le tourisme, d'une certaine manière, à découvrir par des animations, par des activités notamment qui sont spécifiques sur les produits que vous vendez, on sera plutôt sur du FEADER. Et c'était aussi dans l'optique de fournir la cantine scolaire, les cantines scolaires, en produits bio locaux. Voilà. D'accord, oui, effectivement, ça peut être, le bio est pris aussi dans ce cadre-là, tout à fait. Hein. Alors ça, le bio, on le retrouve aussi dans le FEDER, hein, dans certains projets. Mais après, tout dépend de la présentation. Le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, en ESAT notamment, c'est un projet qui aurait pu aussi être financé par du FEADER, puisqu'il y avait des produits locaux de type vin, notamment, qui étaient produits et vendus d'ailleurs. Hein. Mais sur l'aspect... c'est la présentation en fait du projet par rapport au territoire rural d'une certaine façon, et là et l'impact que ça a sur ce territoire comme je vous l'ai dit, dans l'accès quelque part. Donc on découvre un territoire rural, on fait connaître des produits notamment ruraux, et on permet justement aussi à une production locale de vivre. Mettre en place des circuits courts, par exemple, ça fait partie, ça rentre aussi dans du FEADER. C'est valorisé dans le FEDER aussi, hein, cet aspect-là, mais dans le FEADER davantage, puisqu'on est effectivement sur de la production locale et des choses qu'il faut vraiment valoriser. Voilà. Moi, je vous invite vraiment à être... je sais que c'est pas une invective, hein, c'est un encouragement, je dirais, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent, et tant mieux, notamment parmi les producteurs, à être
innovant parce que il y a des choses, ça ce sont des dispositifs, je dirais, ils ont vocation à être utilisés. Donc il faut tenter de faire des demandes. Il faut vraiment aller sur des projets effectivement qui permettent de valoriser le territoire. On a, sur ces aspects-là, il y a une visibilité, si vous voulez, que vous allez donner aussi bien au territoire que par rapport aux produits que vous allez vendre quelque part, qui vont rentrer justement dans le cadre de cette politique régionale. Donc là-dessus, voilà. Donc il faut améliorer quelque part cette valeur ajoutée. Donc quand on dit, voilà, par exemple dans le FEADER, on dit améliorer la valeur ajoutée, favoriser la transformation et la commercialisation des produits effectivement locaux, territoire. Donc ça peut être du vin, du miel, etc. Je vous ai parlé de l'accord UE-Japon tout à l'heure. C'est une magnifique opportunité pour les territoires ruraux pour vendre notamment leurs produits à l'étranger. Donc, parce qu'effectivement, il y a un effet notamment de produits qui vont être détaxés, mais là, pour le coup, des fonds peuvent être mobilisés peut-être pour adapter à ce moment-là une commercialisation de produits, voire faire venir, alors là, les déplacements sont gelés pendant quelques temps encore avec les histoires de Covid, mais effectivement, on peut mettre en place des circuits touristiques de visite, de dégustation, notamment sur des produits, sur des territoires ruraux. Ok, merci. Je vous en prie. Voilà, je me permets juste, avant de donner la parole à M. Grospelier qui a posé des questions, qui lève la main également. J'ai vu que Claire avait partagé des liens, voilà, Claire Sardin-Vergès qui avait partagé des liens et qui levait la main également. Je vais peut-être lui donner la parole si elle veut donner plus d'informations. Oui, donc je vous invite à regarder les... Bonjour à tous. D'abord, les liens que j'ai mis, d'abord, c'était sur la question des exemples de projets. Il y a un devoir de communication de chaque autorité de gestion sur les projets financés en région. Et donc là, sur le site que j'ai mis dans le chat, vous avez par fond des exemples de projets concrets en région sud. Alors, pas que sur le Vaucluse, mais ce qui est valable en région sud peut l'être aussi dans le Vaucluse. Sur le FEADER, mais aussi sur le FEDER et le FSE. Et pour la question précédente sur le projet de développement de circuits courts, de valorisation des produits locaux, y compris dans le cadre des plans les PAT, les plans d'alimentation territoriaux, etc. Il y a justement un appel à projet en cours FEADER dans la région sud avec un dépôt en avril sur la mise en place de nouveaux modes de distribution en circuit d'approvisionnement en cours. Donc, voilà. Et quelque part, ce que je vous mets là, ça illustre justement ce que l'on peut faire aussi, nous, en tant que Centre Europe Direct. C'est quand il y a dans la masse d'infos, un porteur de projet a du mal à s'y retrouver. Nous, avec la pratique que l'on a de toute cette boîte à outils, à une question, on s'est trouvé assez vite la bonne porte d'entrée, etc. Voilà. Non, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Et je vais laisser la main. Juste avant, j'aimerais juste remercier, même s'ils sont partis, monsieur et madame Carpentras, voilà, qui avaient des problèmes de connexion, comme vous avez pu entendre. Donc, très beau projet. Et je leur remercie pour leur participation. Donc, j'ai passé la main à la dernière question, peut-être. Donc, monsieur Grospelier, je vais vous donner la parole. Oui, vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, je vous remercie pour l'ensemble du webinaire. Et donc, en fait, effectivement, je vais retenir juste la dernière question que j'ai posée, c'était, j'ai l'impression qu'il y a une grande sensibilisation des habitants de nos régions à l'infrastructure vélo de déplacement qui n'est pas adaptée. Et donc, ma question, c'était effectivement comment peut-on faire intervenir des financements européens sur le développement d'une infrastructure mieux adaptée?
Voilà, moi, je fais toujours référence dans ce domaine-là à des exemples à l'étranger ou dans des grandes métropoles où on a fait une politique d'offre, c'est-à-dire on a commencé à mettre en place une infrastructure et on s'est aperçu que par la suite, eh bien, c'était les utilisateurs qui se l'appropriaient. Donc, voilà, donc moi, la question que je me pose, c'est savoir qui peut être le porteur de projet de développement de pistes cyclables, hein, tout simplement. Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est l'intercommunalité? Il faut qu'il y ait donc quelqu'un qui ait cette compétence à l'origine. Après, est-ce que les financements européens peuvent abonder et effectivement arriver à un effet de levier qui est bénéficiaire pour tout le monde. Je vous remercie. Donc, Carole, tout un département, je peux peut-être me permettre d'apporter une précision sur le rôle du département sur cette thématique-là. Donc, le département a voté son schéma vélo récemment, il y a à peu près 1 an. Je suis désolée parce que ce n'est pas du tout dans mon service, donc je ne maîtrise pas en détail. Il a voté récemment un schéma vélo avec une hiérarchisation des itinéraires vélo à mettre en place à l'échelle du département, dont certains qui sont de responsabilité mentale, donc vraiment les voies structurantes comme la Via Rona ou la Via Venetia qui sont déjà en place, hein, mais il y a d'autres voies qui ont été identifiées. Il me semble, alors vous me corrigez, que pour la Via Rona, on bénéficie de fonds FEDER, peut-être pour la Via Venetia aussi, je ne sais pas. Hein. Je suis désolée, ce n'est pas mon projet, donc je ne sais pas en détail, mais en tout cas, on bénéficie de fonds européens pour le développement de ces voies-là. Et après, c'est les boucles, j'ai envie d'intérêt plus local, donc peuvent être portées soit par des intercommunalités, soit éventuellement des communes. Et nous, le département, sur cet intérêt plus local, on peut être cofinanceur aussi pour aider le développement de ces voies-là. Je crois que selon l'intérêt, selon le niveau de responsabilité de ces voies, en fait, il peut y avoir différents porteurs de projets, dont le département pour certaines voies structurantes. Et en fait, ce que je voulais dire, ma perception, c'est que ce qui a été fait jusqu'à maintenant ou ce qui est en cours, c'est surtout des voies touristiques ou des voies de randonnée à vélo, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin et utiliser le vélo dans les déplacements quotidiens. Enfin, moi, je suis dans une zone dans le sud du Luberon où il y a des flux quotidiens de déplacement de population vers les centres urbains en passant par des centres d'intermodalité. Donc, moi, je suis dans le secteur Pertuis, la Tour d'Aigle. On pourrait très bien imaginer donc des déplacements de flux sur des pistes cyclables dans ces régions-là. Et là, ce n'est pas du tourisme, c'est du déplacement et ça pourrait être, je pense, pris les utilisateurs pourraient s'approprier ce mode de déplacement et ça ferait du bien à tout le monde. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si un des intervenants veut participer sur ce débat, mais oui, c'est vrai que c'est souvent des financements sur des voies qui sont touristiques, mais il est vrai qu'on ne pense pas souvent que voilà, le vélo, ce n'est pas que touristique, mais qu'on peut aussi l'utiliser pour un déplacement professionnel et créer ces voies et se faire financer, pas dans un aspect, dans une vision tourisme, mais professionnel. C'est vrai. Après, là-dessus, j'ai pas trop de connaissances, mais c'est vrai que ça peut être une bonne remontée à faire. Voilà, donc si personne n'a de commentaires à ajouter sur cette question, je pense qu'on va pouvoir toucher au but de notre conférence. Je vais repasser la main à Claire pour finaliser. Bon, eh bien, je tenais à remercier l'ensemble des participants, l'ensemble des intervenants et aussi l'équipe d'Europe Direct. Voilà, c'est pas évident de faire le mot de la fin. Merci pour les présentations de tous ces beaux projets, toutes ces perspectives qui s'ouvrent avec la nouvelle programmation des fonds européens à venir. Je vois qu'il y a plein de projets, d'idées de projets qui fourmillent. Donc voilà,
tout est encore à développer. Et puis, voilà, c'est un peu mon impression. Donc, merci à tous. Et puis, je vous souhaite une agréable début de soirée plutôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci pour la participation. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.